La farine de manioc est désormais introduite dans la fabrication des produits de la boulangerie et de pâtisserie. Le gouvernement congolais a déjà levé cette option. Pour quelle valeur ajoutée dans l'agri-business et l'économie locale? Nous en parlons dans votre magazine Le Débrief Éco qui reçoit professeur ordinaire Marie-Claire Yanjou. Elle est experte en biologie alimentaire. Professeur, bienvenue. Merci. Elle est enseignante à la faculté des sciences et technologies. Nous sommes à l'université de Kinshasa. Professeur, première question. Tout d'abord, qu'est-ce que cela vous a fait quand vous aviez appris que la farine de manioc sera désormais introduite dans la fabrication de pain et tout ce qui va avec? Ça ne pouvait me faire qu'une grande joie. C'est une fierté pour moi et pour tout le pays parce que quand je regarde tous les efforts que j'ai fournis dans mes recherches et dans mes études depuis aujourd'hui plus de 30 ans, et que maintenant qu'on puisse prendre, ou disons, qu'on puisse proclamer le manioc comme étant un aliment de valeur ou un produit qui va résoudre un problème d'alimentation en RDC, pour moi, ça ne fait que... Ça ne pouvait que vous réjouir. Alors, vous avez parlé de vos recherches. Parlez-nous un tout petit peu, brièvement, de vos recherches, en quoi elles ont consisté et quels sont les résultats auxquels elles sont abouties. Bon, au fait, mes recherches, c'est dans la biotechnologie alimentaire. Et je me suis occupé vraiment spécialement du manioc, dans la valorisation des technologies de transformation, de conservation du manioc, et dans les innovations sur les différents produits ou les dérivés que le manioc pouvait faire. Et vous savez que le manioc, c'est un produit qui est le plus, c'est une culture qui est le plus produit dans notre pays et le plus consommé, je peux le dire d'une manière générale, parce que dans chaque province, on trouve un dérivé qui constitue un aliment de base ou deuxième aliment dans la population. Mais seulement, le manioc n'était pas considéré comme tel, c'était comme un aliment de pauvres. Alors, pour moi, je me suis intéressé d'abord à connaître, comment ça fonctionne. Comment le manioc est dur, le manioc frais, il est dur, et puis après, il est ramolli, et puis après, on le conserve. Effectivement, le problème, c'était que le manioc est très périssable. C'est pourquoi les populations autochtones ont développé différentes méthodes pour prolonger la vie. Et aussi, le manioc contient une toxine, la cyanure. Et les populations aussi ont trouvé des méthodes ou des mécanismes pour les détoxifier. Mais seulement, malgré son importance dans l'alimentation dans notre pays, la transformation du manioc est restée artisanale et très rudimentaire, d'ailleurs considérée comme une tâche ménagère. C'est ainsi que pour moi, d'abord en tant que femme et puis scientifique, je me suis dit, mais pourquoi d'autres ont des industries et pas nous? Pourquoi d'autres aliments sont produits à l'industrie et nous on subit seulement? Et c'est ça mes premières questions. Et c'est ainsi que j'ai étudié petit à petit et aussi dans le cadre des innovations. Depuis l'enfance chez nous, on faisait beaucoup la pâtisserie. Parce que moi, je suis l'enfant des pasteurs. Nous sommes avec les missionnaires. Ici, vous les appelez les chipringa. Je suis méthodiste. Alors, depuis l'enfance, on préparait les gâteaux, les pains, mais toujours avec la farine de froment. C'est comme ça que petit à petit, j'avais commencé à essayer. Et aussi, ce qui m'a fait observer surtout, c'est que les femmes, d'une manière générale, ceux qui préparent les beignets, quand ils préparent les beignets, ils ont toujours tendance à ajouter le foufou ou la farine de maïs pour augmenter la quantité de pâtes. Parce que s'ils se basent seulement sur la farine de blé, il paraît qu'il ne faut pas assez de bénéfices. Alors c'est dans ce sens-là que moi j'ai commencé à faire ces études. Et j'ai trouvé qu'il y avait dans d'autres pays, il y en a qui ont aussi essayé, qui ont fait ça. Mais moi, j'ai commencé à essayer d'augmenter petit à petit. Et à cette époque-là, c'est depuis environ, je peux dire depuis les années 85, 86 que j'avais commencé mes recherches dans le manioc. Et jusqu'à aujourd'hui,
je continue, même cette année-ci, même là où je suis là, j'ai les résultats qu'on vient d'avoir cette année-ci pour d'autres aliments, bien sûr, mais pour la farine panifiable aussi. Mais il qu'à l'époque, là, les gens, comme ils avaient toujours peur, ils croyaient que c'est le foufou, les gens ne faisaient même pas attention à ce que nous faisions. Ouais. Moi, je me souviens qu'à Kinshasa, je suis allé avec comme déplacé de guerre parce que moi, j'ai étudié à Kisangani. J'ai terminé à Kisangani, mais avec la guerre que je me suis déplacé à Kinshasa. Chaque fois qu'il y avait des expositions, je présente toujours ces recettes-là. Mais personne, ça n'attirait l'attention de personne. Oui. Et brusquement, il y a cette guerre de l'Ukraine qui a commencé à stimuler l'attention. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont commencé à venir vers vous maintenant. Venir vers moi. Et chercher à bien comprendre. Oui, et aussi, c'est quand le vent de l'entrepreneuriat, la transformation des ONG en entreprise, avec les femmes, les jeunes, quand le vent de l'entrepreneuriat des jeunes est arrivé, que j'ai vu comment les organismes, comme l'ONU Femmes et les autres, qui commençaient à venir s'intéresser à moi pour me demander si je pouvais encadrer ou former les femmes, surtout dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Et c'est comme ça que nous, au niveau du laboratoire, on a continué à développer les recettes. Oui. Mais à côté, nous avons notre centre de formation où nous avons commencé à développer aussi avec les femmes les recettes. Et petit à petit, jusqu'à 2020, quand le gouvernement s'est intéressé à pouvoir élaborer une norme et pour l'incorporation de la farine de manioc. Évidemment, pour le gouvernement, ce n'était pas pour nous, mais c'était beaucoup plus quand le programme était de la relance de l'agriculture, l'agribusiness. L'agribusiness. Et par les enquêtes qu'ils ont menées, ont montré que de toutes les cultures qu'on a, c'est le manioc qui est l'aliment le plus porteur, le produit le plus porteur, parce qu'on les trouve partout et il constitue la source de revenus de tout, dans tous les villages. Et vous savez que les 2 tiers de la population congolaise habite le milieu rural. Et l'activité principale en milieu rural, c'est de l'agriculture. Et dans l'agriculture, c'est le manioc. Donc c'est comme ça que nous, on a été, je crois, insérés dans ce programme-là, parce que on sait qu'il y a quelqu'un qui fait le manioc et de temps en temps, les gens viennent nous voir. Mais notre objectif, évidemment, c'est toujours une fierté que de voir que ces résultats ont un impact sur la société. Justement, je vais rebondir sur ces résultats en des termes clairs. Quels ont été les résultats? C'est vrai, vous nous avez expliqué brièvement ou sommairement les grandes lignes de vos recherches et elles ont abouti à quoi concrètement? Oui, par exemple, pour le moment, comme je dis, le problème pour moi, c'est le manioc étant périssable. Comment prolonger la durée de conservation des différents mets? Parce qu'un des problèmes que la société a, c'est de pouvoir conserver. Et d'ailleurs, étant donné que c'est fait d'une manière artisanale, c'est la conservation dépend de comment on a transformé. Alors, mes résultats, dans le manioc fermenté, c'est-à-dire le manioc que nous avons l'habitude de manger, le manioc foufou ou bougali, le problème, c'est le système de ruissage. Parce qu'il y en a qui font par le ruissage dans l'eau et d'autres, il faut la fermentation à l'air libre, ils couvrent les feuilles. Au Kivu, on appelle ça yakuvundisha. Et au Kasaï, on appelle chomba chapandu. C'est toujours les manioc fermentés. Et le grand problème qu'il y a là-bas, il y a d'abord le fait que quand on a l'habitude de fermenter au même endroit, à un certain moment, les cyanures ne quittent pas. Donc, on ne sait pas éliminer les cyanures. Donc, le manioc reste porteur de cyanures malgré la fermentation. Alors, notre souci, c'était d'améliorer ça. Et nous l'avons amélioré. Aujourd'hui, je peux garantir tout le monde qu'il y a des techniques qu'on peut utiliser qui peuvent permettre une détoxification de manioc qui est rouillé, une détoxification totale. Voilà, donc vous êtes dans la promotion de la filière manioc. Oui. Est-ce qu'il y a des avantages ainsi que des inconvénients liés à la fabrication du pain à partir de la farine de manioc? Je vais commencer par les avantages. Oui. Les avantages, c'est que, vous savez, aujourd'hui, c'est avec la guerre de l'Ukraine qu'on se rend compte que la farine de blé était toujours importée.
Évidemment, dans quelques provinces, même ici au Katanga, Oui. il y a quelques coins où on cultive les blés ou l'orge. Au Kivu aussi, il y a quelques endroits, mais d'une manière générale, la farine de blé est toujours importée. Oui. Et on se rend compte maintenant que la grande partie des importations, ça provenait de l'Ukraine, qui est le grand fournisseur de la farine de blé à travers le monde. Alors, ça fait que, avec les conséquences de la guerre de l'Ukraine, à un certain moment, on serait privé du pain. Et ça fait que le manioc, qui est capable de remplacer partiellement ou totalement, d'après nos recherches, la farine de blé, présente un grand avantage pour le pays. Okay. La semaine passée, j'ai acheté un sac de blé, de farine de blé, parce que jusque-là, nous additionnons la farine de manioc à la farine de blé. Oui. Mais j'ai acheté un sac de 20 kg et 25 kg à 63 000 francs. Congolais calculé en dollars, je ne sais pas. Et puis, j'ai acheté un sac de farine panifiable de manioc, de même poids, à 34 000 francs. Vous comprenez la différence? Pratiquement la moitié. C'est-à-dire, même celui qui a réduit seulement de 10%, pour un fabricant, un commerçant, il a gagné. Oui. Alors, imaginez un jour où, si toute la République commence à faire la pâtisserie à base de 100% farine de manioc, nous allons oublier les conséquences des guerres de l'Ukraine ou encore nous allons oublier les importations. Oui. Nous avons vu, d'après nos recherches aussi, que nous avons préparé les beignets à 50% farine de blé, 50% de manioc. C'est-à-dire que vous réduisez les importations de 50%. Vous voyez que ça présente quand même un avantage. Oui. Et un autre avantage, c'est sur le plan social. Si vous regardez dans notre pays, ce sont les paysans ou les petits producteurs qui sont les plus pauvres. Mais je crois que ils deviennent la source de matières premières pour le pain qui va être consommé en ville. Non seulement qu'ils auront la possibilité de consommer le pain aussi eux-mêmes, mais aussi ils ont l'opportunité de vendre. Okay. On passe maintenant de l'agriculture de subsistance à l'agribusiness, et ceci à tous les niveaux. Vous voyez, ça fait un avantage encore. Bon, un autre avantage, c'est lorsqu'on parle de l'autonomisation économique de la femme. C'est un grand projet avec le mois de mars arrive, vous allez voir partout, on peut écrire droit de la femme, autonomisation de la femme. Mais parmi les éléments, si vous regardez, le manioc constitue déjà une grande source de revenus pour plus de 70% de la population. Si vous partez du champ jusque dans l'assiette, dans toutes les étapes là, la transformation est faite par les femmes. Okay. Le manioc est frais, il est récolté, et puis il est transformé, soit trempé dans l'eau, et puis il est transformé à différents mets, la chikwang, le foufou, et ainsi de suite. Et puis le transport, et puis quand on arrive, quand vous regardez par exemple la chikwang, celui qui vend la chikwang n'est pas nécessairement celui qui a préparé. Celui qui a préparé la chikwang n'est pas nécessairement celui qui a roué le manioc. Okay. Et celui qui a le manioc de Kimpuka n'est pas celui qui a nécessairement cultivé ce manioc. Vous voyez, ça fait toute une chaîne avec des acteurs différents. Et ça fait que chacun peut se retrouver. Okay. Non seulement on va créer des emplois, mais aussi, on crée aussi des marchés. Et quand ça arrive, déjà le Bougali chez les mamans Malewa, comme on dit chez nous à Kinshasa, c'est déjà aussi... Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à chaque étape de transformation du manioc, il y a toujours un gain. Okay. Donc la chaîne de valeur du manioc, c'est la chaîne des gains aussi. Okay. Celui qui a cultivé le manioc, il peut vendre les feuilles de manioc, il peut vendre les boutures. Donc on gagne toujours. Et plus on va augmenter la production, parce qu'il faut augmenter la production de la farine. Oui. Vous comprenez que je pense que sur le plan économique, on est parti. Allons maintenant dans le sens inverse. Oui. Est-ce que ça présente quelques inconvénients? Oui, les inconvénients, c'est beaucoup plus des contraintes sur la qualité. Okay. La qualité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si la transformation s'est faite d'une manière correcte, selon nos études, et c'est valable partout, et il n'y a pas de problème.
Mais compte tenu du fait que la transformation est encore artisanale, si pas semi-artisanale, si on augmente une production telle qu'on est en train de faire l'intensification de la culture et qu'on n'améliore pas les outils de transformation, on va retomber encore dans le fait qu'on n'aura pas le pain de qualité ou encore on n'aura pas la farine panifiable qui est une farine non fermentée. C'est une farine qui doit répondre aux propriétés de la farine de panification. C'est comme la farine de blé. Il n'a pas d'odeur de fermentation, il n'a pas de couleur noire, il n'a pas... Et puis surtout, il n'a pas de cyanure, surtout que ce n'est pas rouillé. Si les gens ne pratiquent pas correctement la technique de transformation qui donne la farine non fermentée, ça peut arriver par manque de séchoir. Aujourd'hui, vous allez apprendre, vous allez voir... C'est quoi le séchoir? C'est un appareil qui permet de déshydrater le manioc et de nous donner ça sous forme de granules secs. Et ces granules-là sont moulus et ça devient la farine. Et lorsqu'on n'a pas pu sécher, parce que si vous utilisez le soleil, vous courez le risque de, pendant le séchage, il y a les moisissures, il y a les microbes qui se posent là-bas. Qui se posent et qui sont à l'aise parce que la température qui est là leur permet de croître. Et à ce moment-là, vous n'aurez jamais votre farine panifiable. Et à ce moment-là, lorsqu'on va appliquer les normes sur la panification, on va trouver que beaucoup de produits de manioc, des pains qu'on fait ici, les gens ne vont pas accepter et le projet sera rejeté. C'est ça un inconvénient. Un des inconvénients. Alors, professeur, selon le gouvernement, et vous l'avez même dit ici, cette stratégie a, comment dire, une visée qui peut être triple même. Vous avez parlé de la réduction du taux d'importation de blé, qui représente beaucoup d'argent aussi pour la République. L'on a également le marché qui va devenir plus large pour les producteurs locaux. La femme aussi trouve son compte dedans. Et donc, ici, la création des emplois, la création des emplois, la création des entreprises. Et donc, c'est une belle opportunité de faire affaire dans la filière manioc. Oui, exactement. Exactement. Alors, le Haut-Katanga qui est aussi intéressé par ce projet, comment va-t-il tirer son compte économiquement par rapport à l'utilisation de la farine de manioc dans la fabrication de pain et autres? Comment le Haut-Katanga qui est aussi intéressé par ce projet, par cette démarche, pourra-t-il trouver son compte économiquement? Oui, moi je pense que c'est pareil, mais comme ce qu'on a dit hier, je pense que la formation que nous venons de faire, c'est une formation des formateurs. Et moi je suis très contente de cette formation parce qu'il concerne surtout l'INPP, qui est un centre de formation professionnelle. Et effectivement, vous trouvez là-bas des vrais pâtissiers, des boulangers qui sont vraiment très engagés directement. Ils se sont appropriés de la farine et des processus même pour la fabrication de la farine. Ils ont reconnu que c'est la première fois qu'ils voient la qualité là. Et ils sont convaincus que ça peut marcher. Ça, c'est vraiment un engagement de haut niveau. Et je pense que ce qui va demander à Haut-Katanga d'intensifier la culture de manioc. D'augmenter la capacité de production parce qu'il paraît il y a la société des industries agroalimentaires qui a commencé quelque chose. Heureusement qu'il a vu que, en tout cas, j'étais dans l'erreur. Parce que si la qualité n'est pas bonne, c'est comme je l'ai dit, ça va décourager. Mais au moins maintenant, je suis convaincu que le Haut-Katanga va bien se placer, va bien se positionner en faisant la culture de manioc intense. Et là-bas, je connais mes collègues de la faculté d'agronomie ici, ils sont très forts dans la lutte contre les maladies des plantes, la défense des végétaux. Alors, je pense qu'avec cette synergie avec le gouvernement et la sélection de bonnes variétés de manioc, en tout cas, ça sera... À un certain moment, je crois que les gens regarderont 2 fois les mines. Les gens seront intéressés à la filière. À la filière manioc.
ce qui va résoudre même le problème par rapport aux mines, je crois aussi. En tout cas, c'est ça même le vœu même du chef de l'État, que le sol prenne la revanche sur le sous-sol. Alors, concrètement, ce projet, cette démarche signifie, vous allez corriger mes chiffres s'ils ne sont pas bons, signifie que des pains congolais seront fabriqués ou soit vont comprendre 20% de la farine de manioc, panifiable justement, et des pizzas, gaufres et gâteaux à 100% de farine de manioc. Est-ce que c'est bien cela? Oui, bon, je peux dire que le pain congolais maintenant va contenir 20% de farine de manioc, les pizzas, les gaufres, les gâteaux, ils vont contenir 100% farine de manioc. C'est-à-dire sans importation, on peut manger tout cela. Et pour quelle valeur ajoutée? Par rapport à justement, oui, à cette introduction, on a 20%, cette introduction, c'est vraiment, oui. on va augmenter sensiblement les bénéfices et même la taille ou la grandeur des produits. On va garder la taille de pain à 100 grammes, pas comme maintenant où on a réduit et puis on a augmenté le prix. Donc il y aura stabilisation des prix ou même réduction des prix de tous ces produits-là sur le marché. Et il y a aussi, qu'est-ce qu'on gagne aussi, comme je l'ai dit, l'agriculteur doit cesser d'être la personne la plus pauvre. Ouais. Parce que, comme je l'ai dit dans la formation, la transformation, la première étape de transformation du manioc, et surtout en farine panifiable, doit se faire dans les lieux de production de manioc. Oui. Donc, vous voyez que nous allons augmenter aussi l'industrialisation du milieu rural. Vous voyez, avec ce projet, on va créer des industries ou des unités de transformation, jusque même au stade des micro-cossettes. Et à ce moment-là, les produits se conservent même jusqu'à 1 année. Alors qu'avant, l'agriculteur était en train de brader le prix parce qu'il ne sait pas conserver. Ça, c'est vraiment un impact. Le manioc ne sera plus bradé. Nous avons dit, on récolte, on transforme. Il ne faut même pas conserver. Comme quand tout le monde connaîtra comment distinguer le manioc qu'on a laissé à l'air libre. À l'air libre pendant 2 jours et le manioc qu'on vient de récolter. Personne ne va récolter son manioc s'il n'a pas encore un acheteur. Et l'acheteur ne va pas aller acheter le manioc s'il n'a pas préparé son unité de transformation. Vous comprenez qu'à ce moment-là, même les mauvais manioc là qu'on voit sur le marché, manioc qui est déjà oxydé, on ne les trouvera plus. Ça sera comme on fait avec les bitekuteku. Ishamba ya lenga-lenga, banaenda kushamba, bananunua. C'est justement ça. Alors, nous allons terminer par cette question. Aujourd'hui, l'on intègre les matières locales. Est-ce que l'on peut affirmer, puisque vous avez parlé même de l'industrie, est-ce que l'on peut affirmer aujourd'hui que l'on tend vers le développement de l'industrie agroalimentaire en RDC? Moi, d'ailleurs, c'est ça mon souci. J'ai dit dès le départ, c'était d'amener les transformations artisanales à l'industrie. C'est-à-dire à partir... Vous savez, dans le manioc, vous savez, depuis le temps, qu'est-ce qu'on a mécanisé? C'était le moulin, c'était la mouture. On est passé du pilon. Mais dans le village, c'est encore le pilon et le tamis comme ça à la main. Mais dans les villes qu'on a vu que maintenant, on va vite, on court vers un moulin. Mais désormais, si nous avons toute la chaîne, depuis la récolte, il existe des tracteurs, les boutureuses, même les machines à récolter le manioc. Et puis on l'amène dans une usine de transformation où on fait l'épluchage mécanique, le nettoyage mécanique, et puis le broyage, râpage, la presse, tout ça, ça existe maintenant. Il sera maintenant question de faire une chaîne, donc une industrie qui peut desservir même 2-3 villages ou jusqu'à 5 entités, et c'est faisable. Et ça sera d'ailleurs la meilleure façon de travailler avec le développement des 125 territoires. Les 125 territoires, on pourra le faire même par territoire pour que la grande transformation maintenant en farine
puisse se faire même en ville. Et à ce moment-là, le vendeur au village n'est pas pressé. Celui qui vient acheter ne vient pas fixer son prix parce qu'on aura mis au point tous les paramètres nécessaires pour contrôler l'humidité, contrôler les conditions, d'autant plus qu'il existe des normes sur le manioc frais, il existe maintenant des normes sur le manioc panifiable, il existe des normes sur le transport, la conservation et même l'emballage. En tout cas. Donc le développement industriel, conformément aux normes internationales, est possible avec le manioc. Nous sommes arrivés à la fin, professeur Marie-Claire Yandjou. Nous vous disons merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Voilà, nous vous remercions à vous également qui nous regardez sur Arc-en-Ciel Télévision. Professeur ordinaire Marie-Claire Yandjou est l'experte en biologie alimentaire, enseignante à la faculté des sciences et technologies à l'université de Kinshasa. Avec elle, nous avons parlé de la farine de manioc qui est désormais introduite dans la fabrication des produits de la boulangerie et pâtisserie. Nous nous sommes posé la question de savoir pour quelle valeur ajoutée dans l'agribusiness et l'économie locale. Vous avez la possibilité de regarder ce magazine sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. D'ici jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.